Hi everyone, my name is Justin. I just wanted to welcome you to my website, 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 welcome you to my website. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel étrange voyage. Bon voyage. De nos jours, en 2025, l'utilisation d'une webcam est devenue chose commune. Nous sommes assis là devant nos écrans d'ordinateur à communiquer entre nous via des réseaux sociaux ou des plateformes dédiées à la communication humaine comme Skype, Messenger ou encore WhatsApp. Se montrer n'est alors plus quelque chose d'exceptionnel ou d'audacieux. C'est devenu une norme. On ne se déplace plus pour voir l'autre. On allume sa webcam et Internet fait le reste. Aujourd'hui, nous utilisons ce support à travers divers médiums, comme par exemple le télétravail, le streaming de jeux vidéo ou encore, bien entendu, le porno, qui n'y a pas échappé, via des plateformes comme OnlyFans, pour ne citer que celle-ci. Mais la webcam et les réseaux sociaux associés ont apporté bien plus que de simples échanges entre humains. Autrefois, dans les années 80, ceux que l'on connaît aujourd'hui sous le terme de pointeurs en France étaient des individus isolés, ayant peu d'accès au contenu qu'ils désiraient consommer. Puis la technologie a évolué, leur permettant de s'infiltrer sur Internet et de commencer à échanger des images via des forums primitifs que l'on appelait autrefois des billboards. C'est alors qu'Internet a pris son envol. Ces mêmes adultes, autrefois isolés, ont appris à utiliser le web, à s'y cacher, mais surtout et également à s'y rassembler pour échanger leurs idées, leurs photos ainsi que leurs vidéos. Ce qui était autrefois difficile d'accès pour le pointeur caché chez lui se retrouve soudainement à portée de la main et souvent même gratuitement. Ces adultes ont commencé à fantasmer ouvertement sur le jour où ils pourraient contacter directement des enfants, via des messageries instantanées et des vidéos en direct pour obtenir les contenus à caractère pornographique qu'ils désirent. Leur rêve est soudainement devenu réalité avec l'apparition des webcams, transformant le monde de la pornographie. Un peu au même titre que l'automobile a changé celui du transport. Internet a créé une communauté virtuelle où les pointeurs peuvent ainsi facilement communiquer et renforcer leurs convictions. Désormais, ils échangent entre eux et parfois les messages qu'ils partagent ne servent pas seulement à se justifier, mais rejettent souvent la faute sur les mineurs utilisant les sites de webcam, les accusant ainsi de les tenter. Ces enfants sont ceux qui nous manipulent, écrit ainsi Upandese à un utilisateur dans un message posté sur un forum destiné aux personnes attirées par les enfants. Ou encore, comme l'affirme un autre utilisateur utilisant le pseudonyme DLW. Est-ce qu'un prédateur sexuel les a forcés à créer un site? Non. Est-ce qu'ils ont choisi de le faire eux-mêmes? Oui. Et c'est là que commence notre histoire. Enfin, presque. Nous sommes dans notre histoire le 11 septembre 2018. Un article paraît dans le journal mexicain El Vigia, ou El Vigia, intitulé « Aider à localiser Justin Knut ». Alors oui, je vais l'appeler Justin tout le long de cette vidéo. De son nom complet, Justin Knut Berry. On y apprend que le jeune homme est blanc, âgé de 32 ans, qu'il est mince, qu'il mesure 1m80, qu'il a les cheveux raides et bruns. Et c'est tout. Ouais, ça ne fait pas beaucoup d'infos, mais c'est le minimum, hein. On a une description, on a un lieu... C'est déjà pas mal. Eh bien, pour obtenir encore plus d'infos, il faut se tourner vers un journal encore plus local, accessible en ligne, ensenada.net. On y apprend que Justin souffre de troubles bipolaires, qu'il a été vu pour la dernière fois le 21 août dans un casino situé sur la première avenue du centre-ville, qu'il n'a pas d'adresse fixe et qu'il est également toxicomane. Alors, qui est ce jeune homme? Que lui est-il arrivé? Où est-il aujourd'hui? Quelle est son histoire? Et surtout, quel est le lien entre Justin et l'introduction que je vous ai racontée précédemment? Et là, je vous le dis, installez-vous confortablement et écoutez bien, vous allez voir que Justin, eh bien, ce n'est pas n'importe qui. Nous sommes le 24 juillet 1986 et c'est à cette date que commence réellement notre histoire. Dans la ville de Bakersfield, en Californie, Knut Marvin Berry et sa femme Karen Page sont heureux. Ils viennent de devenir parents de leur premier enfant, un certain Justin Berry. L'année suivante, les jeunes parents offriront par ailleurs à Justin une petite sœur qui souhaite, elle, rester anonyme. Ce qui est compréhensible lorsque vous allez comprendre le contenu de cette histoire. Toute la famille est aux anges, les enfants sont en excellente santé et grandissent dans le bonheur et la joie d'une famille stable et agréable. Non, je vous mens.
En fait, en réalité, les parents de Justin divorcent alors qu'il est encore enfant. La suite, c'est un article du New York Times qui nous en donne les détails. Sa relation avec son père, Knut Berry, était tumultueuse. Ses parents avaient divorcé alors qu'il était jeune et par la suite, des rapports de police font état de signalements pour violence. À une occasion, M. Berry avait été arrêté et accusé d'avoir frappé la tête de Justin contre un mur, lui infligeant une blessure qui avait nécessité 7 agrafes sur le cuir chevelu. Bien que Justin ait témoigné contre lui, M. Berry a affirmé qu'il s'agissait d'un accident et a été acquitté. Son père quitte alors le foyer familial. Et pour combler ce manque affectif de la part de son papa, Justin se tourne peu à peu vers le monde virtuel, passant de plus en plus de temps derrière son ordinateur. Et très vite, il comprend les rouages d'Internet et en 1999, il enregistre une entreprise dédiée au tourisme virtuel nommée expertcreation.com. C'est vers la fin des années 2000, alors qu'il est âgé de 13 ans, que Justin, qui a du mal à se faire des amis à l'école, décide d'en trouver sur Internet. L'une de ses connaissances lui fait découvrir qu'en souscrivant un abonnement auprès de Earthlink, un fournisseur d'accès Internet de l'époque, il peut recevoir une webcam en promotion. Fasciné par cette caméra virtuelle, qui n'était pas si commune que cela à l'époque, Justin parvient à convaincre ses parents de lui payer un abonnement à Earthlink et reçoit sa propre webcam, qu'il s'empresse alors de brancher sur son ordinateur. Je n'avais pas vraiment beaucoup d'amis, se souvient-il, et je pensais qu'une webcam pourrait m'aider à m'en faire de nouveau en ligne, peut-être même rencontrer des filles de mon âge. Une fois la webcam installée, un logiciel envoie automatiquement une photo de Justin ainsi que ses coordonnées à un annuaire d'utilisateurs de webcam nommé spotlife.com. En quelques minutes, soudainement, des inconnus commencent à lui parler. Justin est heureux, il a des amis. Strider, Stoner, Kitty, Calvin, Emily ou encore Thet se présentent à Justin dans les heures suivant l'apparition de sa webcam sur Spotlife. Tous sont gentils, avenants et complimentent Justin sur son physique. À 13 ans, il se fait alors dire qu'il est beau, élégant, agréable, qu'il est le bienvenu s'il souhaite faire ami-ami avec ses fans. Mais très vite, les discussions dérapent. Un des utilisateurs dans le chat de discussion lui fait la proposition suivante. Si tu enlèves ton t-shirt et que tu restes torse nu pendant 3 minutes, je te donne $50. Pour le payer, cet utilisateur lui explique alors comment créer un compte en utilisant un système que nous connaissons tous, PayPal. Je me suis dit, à la piscine, je suis déjà torse nu pour rien, il expliquait récemment. Alors bon, quelle différence ça faisait ? Justin se place devant l'objectif de sa caméra. Il enlève son t-shirt, reste planté là pendant 3 minutes. $50 arrivent sur son compte PayPal. Et ça, à 13 ans, pour l'année 2000, ça fait pas mal de pognon. Eh bien, c'est même une belle somme, bien payée pour seulement 3 minutes de travail afin de faire plaisir à un ami virtuel. Ce que Justin remarque, c'est que tous ses amis, sans exception, ne souhaitent qu'une chose, le voir. Tu veux dire par là qu'il préfère le voir plutôt que de chatter avec lui? Oui, c'est tout à fait ça. Les discussions suivent principalement 2 axes. Les compliments qu'ils lui portent et les demandes qu'ils lui font. Et ces demandes deviennent, au fil du temps, de plus en plus osées, rapportant toujours un peu plus d'argent au passage. À l'époque, une simple pose subjective, même habillée, lui rapporte au minimum $30. Le montant grimpe immédiatement à $100 lorsqu'il se présente en caleçon, puis atteint des sommes encore plus importantes lorsqu'il n'a plus rien d'autre que sa peau à montrer. De l'autre côté du miroir. Ce que Justin ignore, c'est que ces groupes d'adultes mal intentionnés évoluent en parallèle des avancées technologiques, trouvant de nouveaux moyens de partager et d'échanger entre eux photos et vidéos. Ainsi, ils se rassemblent sur des forums où ils discutent non seulement de leurs dernières trouvailles, mais également de stratégies. Mais de quelle stratégie parles-tu? Eh bien en fait, ces prédateurs mettent en place des stratégies pour obtenir ce qu'ils désirent de leurs victimes, sans trop les brusquer. Il faut y aller doucement. Justin, sans le savoir, a ainsi ouvert une boîte de Pandore, d'où sont sortis de nombreux prédateurs qui se présentent comme des amis de l'adolescent. Mais leur présence en nombre sur la webcam de Justin n'est pas le fruit du hasard. La présence de ces prédateurs est ainsi coordonnée. Et c'est à travers des forums que cette coordination se met en place. Au début, l'un demande à la victime d'enlever son t-shirt, puis un autre lui demande d'enlever son pantalon, puis encore un autre va lui suggérer de se tenir dans telle ou telle position, etc., etc. Mais attention, selon les prédateurs, les victimes ne sont pas les enfants ou les adolescents, mais bien eux-mêmes, comme je vous l'ai dit en introduction avec cette phrase de ce fameux Upendici,
qui disait ceci: Ce sont ces gamins qui manipulent. Oh, pauvre biche. On l'oblige à payer des gosses pour les voir à poil. Sa vie est trop difficile. Et crois-moi bien, ces personnes savent jouer les victimes, tout du moins, elles savent s'en convaincre. Du côté de Justin. De son côté, Justin est heureux. Il est enfin reconnu pour quelque chose, il est aimé, il gagne de l'argent. En fait, beaucoup d'argent. Et dans les années 2000, ce n'était pas chose commune sur Internet. Ses clients et admirateurs sont heureux de voir que Justin se laisse faire. Il accepte leurs demandes. Et ils en veulent toujours plus. La qualité de la caméra qu'il utilise n'est pas la meilleure. Les vidéos laguent de temps à autre, à cause entre autres de son ordinateur, trop vieux, etc., etc. Justin décide alors de créer une wishlist sur le site Amazon. Au début sous son vrai nom, Justin Berry, puis sous un pseudonyme, Justin Camboy. On y retrouve alors une multitude de produits différents, comme une webcam de dernière génération, un casque audio ou encore un ordinateur portable. Les fans de Justin, étant tous des adultes et ne souhaitant que le bien de leurs victimes, qui semblent si enclins à assouvir leurs désirs, le pourrissent littéralement de cadeaux. Un certain Wesley Taylor va lui offrir un multiplicateur de port USB, tandis qu'un autre, nommé Tucker the Boy, lui offrira des barrettes de RAM. Banjo 000 lui permettra d'avoir une seconde webcam, tout comme Boyking 12 qui va également lui offrir une autre caméra. Ou encore ce ePlayer 9 qui lui permettra d'acquérir un appareil photo. Mais Justin, il le sait que ce sont des adultes derrière ses comptes? Oui, il le sait très bien, puisqu'après quelques semaines, plus personne ne se cache, chacun sait pourquoi il est là. Et Justin, qui est loin d'être stupide, décide de se départir du site spotlife.com pour créer son propre site internet nommé justincam.com. À partir de ce point dans notre histoire, Justin vient d'entrer dans un monde nouveau créé au début des années 2000, celui que l'on nomme le monde des cam whore, que je dis ici avec mon meilleur accent anglais. Alors en français, hein, le mot whore, ça signifie une péripatéticienne. Donc le terme cam whore, c'est les péripatéticiennes des caméras. Ou plutôt qui sont derrière les caméras, enfin devant les caméras. Et les cam whore sont les prémices de ce que l'on retrouve très souvent de nos jours, à la fois sur les sites pour adultes, mais également sur OnlyFans ou sur Mime, pour ne citer que. C'est donc durant le temps de Justin que les choses ont commencé, et très vite, ce dernier comprend qu'il n'est pas le seul à se vendre contre rémunération, la cause étant entre autres les évolutions technologiques. Plusieurs compagnies facilitent indirectement la création de tels contenus, des compagnies comme Yahoo, America Online ou AOL si vous préférez, et MSN proposent alors des services de messagerie dans lesquels on peut intégrer des vidéos, le tout sans aucun contrôle parental. C'est par ce biais que beaucoup de jeunes entrant dans le monde des cam whore, très jeunes, vont commencer, ajoutant de la concurrence à Justin. Certains services de paiement de carte bancaire traitaient les transactions sans exiger de numéro d'identification fiscale. Des entreprises spécialisées proposaient la diffusion de flux vidéo en direct sur Internet, à l'image de cette société de l'Indiana qui offrait le service gratuitement à condition que son PDG puisse regarder les vidéos. Enfin, des portails web, pour employer le jargon du milieu, acceptaient des publicités payantes provenant de sites d'adolescents et permettaient aux fans de voter pour leurs favoris. Sur certains sites publicitaires se trouvait une multitude de ces fameux cam whore, tous en concurrence les uns avec les autres, lesquels se faisaient attribuer une note par les prédateurs qui les suivaient, les nourrissant de compliments et d'argent. Ce qui ressemble fortement à ce que font des sites comme OnlyFans de nos jours, à quelque chose près. Alors sauf qu'ici, ce sont des enfants, des préadolescents ou des adolescents. La cible n'est pas la même. Ces sites donnant des notes aux cam whore ont un autre effet, celui de leur permettre de se mettre en relation les uns avec les autres. Ainsi, Justin va discuter avec plusieurs d'entre eux, allant même jusqu'à persuader une fille de se caresser devant lui alors qu'il fait la même chose de son côté. Il va entrer en concurrence durant un temps avec une autre star de ce milieu de l'époque, un certain Riot Boy, qui possédait lui aussi son propre site internet, tout comme une certaine Miss Honey ou un certain Giglez, tous étant mineurs bien entendu. Giglez, qui quittera ce milieu, qui, selon ses termes, est rempli de freaks, dit ceci. Désolé, mais il y a trop de tarés dans ce milieu. Moi aussi j'ai besoin d'une vie normale. Peut-être que je reviendrai un jour, peut-être pas. Navré d'avoir dû gâcher le plaisir de tout le monde. Bien que plusieurs de ces cam whore prennent conscience du monde dans lequel ils sont en train d'évoluer et préfèrent le quitter pour vivre une vie plus saine, certains autres, comme Justin, vont s'enfoncer dans ce monde jusqu'à en prendre le contrôle. Justin, qui jusque-là ne faisait que vendre son corps pour des vues,
Ce qui est un énorme écho à ce que l'on voit de nos jours en 2025 sur les réseaux sociaux. Exactement. Donc, comme je disais, Justin, qui jusque-là ne faisait que vendre son image via ses webcams, pour des vues, va se faire avoir par un de ses prédateurs. L'un d'entre eux, un certain Ken Gourlay, alors directeur du site internet Chain Communication, spécialisé à l'époque dans l'hébergement de petits sites, prend contact avec Justin pour lui proposer d'héberger un nouveau site que le jeune homme souhaite mettre sur pied, nommé JFWY.com. Les lettres JFWY cachant le message Just fucking with you, que je ne vous traduirai pas. Cette fois-ci, le modèle financier du site est plus agressif qu'auparavant. Les prédateurs, subjugués par la beauté de Justin, qui ne fait pas du tout son âge, devront débourser 45$ par mois pour accéder au site, sur lequel il offre des shows privés à 300$ de l'heure. Il utilise également sa plateforme pour mettre en avant d'autres jeunes comme lui, et prendre une petite commission au passage, lesquels sont par ailleurs mis en concurrence directe avec un système de vote, système qu'il a volé lui-même au système des publicités qui faisait voter les camrolls entre eux. Justin devient arrogant, pervers et vicieux, comme lors de cet épisode où il fait fermer un site concurrent tenu par un certain Strider, en le menaçant d'envoyer à son père les photos de lui nu qu'il partage sur son site. Strider, ainsi pris de panique, va fermer son site. Justin devient alors le plus gros producteur de porno juvénile de l'époque. Rappelons qu'à cette époque-là, lui-même n'avait que 14 ans. Le problème survient quand Ken propose à Justin un stage informatique à l'université du Michigan. Ken prend en charge le transport, la nourriture et le logement en l'invitant chez lui dans le comté de Washtenaw. Justin, qui n'a alors que 14 ans, accepte avec l'accord de sa mère, qui ignore tout du monde dans lequel son fils évolue. Ken et Justin dorment sous le même toit et bien entendu, l'inévitable se produit. Ken abuse de son jeune protégé. C'est la première fois que Justin se fait violer. Quelques semaines plus tard, Justin est invité par un autre admirateur qui prétend vouloir le filmer avec des filles de son âge. Le jeune homme accepte, se rend à l'hôtel, mais arrivé là-bas, aucune fille n'est présente. Seulement le prédateur. Et là, ce qui devait arriver arriva. Conclusion, en quelques semaines, Justin est donc violé à 2 reprises. Bien entendu, au passage, ces 2 prédateurs filment les scènes et ces vidéos circulent encore aujourd'hui sur Internet. Retenez que cette histoire se déroule au début des années 2000 et que plus de 20 ans après, ces images subsistent encore. C'est une leçon pour toutes les générations et souvenez-vous de cela, ce que l'on met sur Internet, y reste pour toujours. Mais revenons à Justin, car son histoire va au-delà de sa transformation en star du porno gay juvénile. Avec le temps, Justin est de plus en plus exposé à la communauté de prédateurs qui le suivent et prend de plus en plus de risques. En 2003, un employé d'Intel, la firme que tout le monde connaît, un certain Gilo Tuno, propose plusieurs milliers de dollars pour rencontrer Justin dans une chambre d'hôtel à Las Vegas. Une fois encore, Justin, sûrement naïf, accepte et le viol se répète. Une scène de plus qui se retrouvera encore une fois enregistrée et encore une fois diffusée sur Internet. Mais Tuno va jouer un rôle clé dans le développement de l'entreprise créée par Justin. Il lui propose de louer un appartement à 410$ par mois près du domicile familial pour qu'il puisse faire ses lives un peu plus tranquillement. À ce moment-là, la communauté de Justin explose et sans s'en rendre compte, il devient la propriété littéralement de ses prédateurs. Et preuve en est, à 14 ans, Justin a dans sa vie privée une petite amie nommée Allison, ce qui déplaît par ailleurs fortement à ses clients, qui préfèrent le voir devant sa caméra plutôt qu'au bras de sa petite amie. Un jour, un homme se présentant sous le pseudonyme d'Angela lui écrit la chose suivante. Elle s'énerve vraiment contre toi quand tu lui achètes des choses avec l'argent de la cam? Essaie de te souvenir, Justin, qu'elle ne t'aime peut-être pas, mais la plupart d'entre nous, dans ton chat, tes amis, t'aimons énormément. Suite à ces paroles, quelques jours plus tard, un message apparaît sur le site de Justin. Allison et moi sommes séparés. Je ne veux pas rentrer dans les détails, donc je suis un homme libre. Suivi du mot live. Les prédateurs ont gagné, ils contrôlent la situation. Une situation qui va prendre par ailleurs un tournant inattendu début 2003. C'est vers la fin du mois de janvier 2003 que Justin apprend qu'un des élèves de l'école dans laquelle il est scolarisé a découvert son site internet. Cet élève va produire des copies d'un de ses lives et les partager au sein de l'établissement. Suite à quoi, la vie du jeune homme devient alors un enfer. Il se fait frapper, humilier et doit quitter son école. Un mois plus tard, en février, Justin, totalement perdu, reprend contact avec son père. Sauf que ce dernier est arrêté pour fraude à l'assurance et va disparaître sans laisser de traces. Quelques semaines plus tard, son père appelle Justin pour lui dire qu'il se trouve à Mazatlan, au Mexique, et lui demande de le rejoindre. Justin prend l'avion, rejoint son père avec qui il espère renouer des liens forts, dépense son argent
et lui révèle sa double vie. Knut voit alors en son fils une opportunité de se faire de l'argent et l'aide à créer un nouveau site internet, le troisième, nommé cette fois-ci mexicofriends.com. Cette fois-ci, le principe du site est un peu différent de ce que produisait Justin auparavant. Bien que des lives soient encore présents, Knut ramène à leur hôtel des prostituées de moins de 16 ans, bien entendu, avec lesquelles Justin doit coucher. Le tout est filmé et vendu directement sur le site tenu par Knut et Justin, qui, comme on le voit ici, a un papa super cool. Sarcasme. C'est durant cette année que l'adolescent tombe dans la drogue, commençant à consommer de la cocaïne et de la marijuana. Ah, donc le père de Justin prostitue également son fils en quelque sorte. En quelque sorte, oui, mais son père est un voleur, un fraudeur, il a été abusif et violent avec son fils durant l'enfance de ce dernier. Que pouvait-on attendre de la part d'une telle personne ? Et bien entendu, l'argent rapporté par le site est divisé en deux. Le père trouve les prostituées, le fils tourne les scènes. À l'automne 2003, Justin se lie d'amitié en ligne avec un nommé Greg Mitchell, habitant Dublin, dans l'État de Virginie. Ce dernier lui propose de venir lui rendre visite au Mexique, moyennant, bien entendu, une grosse somme d'argent. Ce que, encore une fois, et peut-être naïvement je ne sais pas, le jeune homme accepte. C'est alors que durant plusieurs semaines, ce Greg va abuser de Justin, sous le regard de son père. Et oui, l'histoire se répète, encore une fois Justin s'est fait avoir, sans doute aveuglé par l'argent, mais surtout par l'idée de pouvoir continuer à se droguer. Justin, à ce moment-là de sa vie, est perdu, il pense au suicide, il veut quitter le monde qu'il a créé, ce monde dont il est le héros. Suite à tout cela, il se terre dans le silence durant plusieurs mois. Ses prédateurs, mécontents de son absence, se rassemblent pour le caresser dans le sens du poil. Et c'est Greg Mitchell qui va le faire revenir sur les traces du diable en lui proposant, une fois n'est pas coutume, d'ouvrir un autre site internet, justinfriends.com. Sur ce site, on retrouve encore une fois les performances de Justin ainsi que celles de plusieurs autres adolescents, ce qui pose un souci à Justin qui, de son côté, approche de ses 18 ans, âge qui va le faire entrer dans un autre monde en ce qui concerne l'aspect juridique de ce qu'il propose comme contenu. Ici Kurt Aschenwald pour le New York Times. J'ai rencontré Justin Berry pour la première fois il y a 6 mois dans le cadre de mon reportage sur les adolescents qui gèrent leur propre site web, présentant des images pornographiques d'eux-mêmes créées avec des webcams bon marché. Hi everyone, my name is Justin. I just wanted to welcome you to my website. Justin vient de fêter ses 19 ans, mais pendant 5 ans, à partir de l'âge de 13 ans, il a géré un site de webcam de plus en plus sophistiqué qui, à son apogée, rapportait des milliers de dollars par mois grâce aux abonnés. Désormais majeur, Justin souhaite de plus en plus se retirer du monde dans lequel il est tombé. C'est alors qu'un jour, un type portant le pseudonyme de Roy Roger, sûrement un fan de l'acteur du même nom, entre en contact avec lui. Le souci pour Justin, c'est que ce dernier pose des questions, entre autres beaucoup de questions, ce qui le rend suspicieux à ses yeux. Il pense alors avoir affaire à un type qui travaille pour le FBI. Toutefois, perdu pour perdu, Justin décide d'accepter un rendez-vous que lui propose Roy. Celui-ci se déroule à Los Angeles. Ils se rencontrèrent à Los Angeles et Justin découvrit que cet homme était un journaliste souhaitant l'interroger sur l'univers des webcams pornographiques. Après quelques hésitations, il accepta. À un moment, lorsqu'on lui demande ce qu'il souhaitait accomplir dans sa vie, Justin réfléchit un instant avant de répondre qu'il voulait rendre sa mère et sa grand-mère fiers de lui. La personne que Justin pensait être un agent du FBI est en fait un journaliste, Kurt Aschenwald, officiant pour le New York Times. Et ce dernier va lui faire une proposition que Justin aura l'intelligence de ne pas refuser. Kurt est au courant de la vie de Justin. Il sait ce qu'il produit comme contenu, il connaît plusieurs de ses sites, et son souhait est de faire tomber les prédateurs poussant de jeunes ados à se vendre sur Internet. Justin accepte de montrer à Kurt ses fichiers contenant de multiples discussions entre lui et ses fameux clients. Pour le reste, écoutez cet extrait vidéo. Ce même mois, j'ai rencontré Kurt Aschenwald, un journaliste du New York Times qui travaillait sur un article sur la pornographie par webcam. Il m'a encouragé à arrêter la drogue, ce que j'ai fait. Il m'a demandé de l'aider à exposer ce monde, et j'ai accepté. Je croyais que le gouvernement protégeait les enfants victimes d'abus. Je croyais qu'ils agiraient rapidement. Je me suis trompé. Il les a informés que les adultes avec qui j'avais travaillé soupçonnaient que je cherchais à collaborer avec les forces de l'ordre. Il leur a dit que ma vie était potentiellement en danger et que les preuves étaient en train d'être détruites. Il a fourni au ministère de la Justice un résumé écrit de mon témoignage et décrit les preuves physiques, notamment les adresses IP, les informations de cartes de crédit et d'autres éléments que je pouvais fournir.
Lors de nos réunions, j'ai identifié les enfants qui étaient en train d'être exploités et abusés, ainsi que d'autres hommes commettant ces crimes. J'ai désigné les adultes abuseurs, comme M. Mitchell, M. Tuno et d'autres. J'ai indiqué les endroits sur Internet où des preuves de ce crime pouvaient être trouvées. J'ai informé les autorités que je disposais des noms, numéros de carte bancaire et adresses IP d'environ 1500 personnes ayant payé pour regarder du contenu illégal sur mes sites. J'ai également identifié les hommes d'affaires, adultes qui facilitaient les paiements par carte bancaire nécessaires à ces activités. C'était si soudain que j'en suis venu à croire que le CEOS craignait que le New York Times ne révèle leur retard. Mais quelle qu'en soit la raison, on m'a accordé l'immunité. Mon avocat a remis les preuves matérielles. Cet extrait est tiré d'un comité de révision mis en place par le gouvernement américain pour entendre l'histoire de Justin Berry et permettre d'améliorer la prise en charge des victimes d'abus en ligne. Le cas de Justin, avec l'aide du journaliste Kurt, a permis de faire tomber des têtes et de dévoiler au grand jour un réseau de plus de 1500 consommateurs de produits à caractère pédopornographique ou, dans le cas de Justin, pour être plus précis, éphébophiles. Et éphébophiles se dit des personnes qui sont attirées par des corps adolescents ou en voie de développement. Pour info. Alors là, j'ai envie de dire merci Maître Capello, mais je ne suis pas certain que tout le monde aura la ref. Le souci qui s'est posé en travers du chemin de Kurt et de Justin vient du gouvernement lui-même et de ses instances administratives qui ont été si lentes que plusieurs preuves ont pu être effacées par les coupables, leur évitant ainsi d'être arrêtés puisque ne possédant plus rien. Mais ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas le cas pour tout le monde. Et finalement, suite à cela, une série d'arrestations aura lieu. Le premier à tomber dans les mailles du filet de la justice est Greg Mitchell, qui avait déjà été condamné le 16 mars 1998 pour possession de photos et images montrant des enfants en train de faire des trucs d'adultes. Pour rappel, Greg Mitchell est celui qui avait rejoint Justin au Mexique pour abuser de lui et qui, à côté de ça, l'avait aidé à recréer un nouveau site internet, justinfriend.com, dans le but de partager plus de contenu concernant le jeune homme. Justin a donc de bonnes raisons de lui en vouloir. Et il va, à l'aide du FBI, lui faire payer ses actes. En ligne, on peut retrouver une retranscription relatant les événements précédant l'arrestation de ce Greg. On y apprend que Mitchell a demandé à Justin de le rejoindre à Las Vegas avec un autre adolescent de 15 ans, ce que Justin a par ailleurs refusé. Intrigué par la situation, Greg demande à Justin s'il est sous protection en tant que témoin. Mais comment Greg sait ça ou comment peut-il s'en douter au juste ? Eh bien, il y a plusieurs raisons à ça, comme l'absence de Justin depuis quelques semaines sur ses sites internet ou son refus de répondre aux messages menant à des discussions sur les groupes de prédateurs, qui en ont conclu qu'il se pourrait que Justin soit impliqué dans quelque chose. Mais Justin ne se laisse pas avoir et demande à Greg où se trouvent les deux adolescents vivant avec lui. Mitchell répond que Tout le monde est à la maison. En parallèle de cet échange, plusieurs véhicules du FBI arrivent et se stationnent dans la rue où habite Greg Mitchell. Le piège se resserre. Justin, de son côté, s'adresse en aparté aux autorités à ses côtés. Les enfants sont dans la maison, Crie-t-il alors à l'un des agents. Puis Justin reprend sa discussion. Tu te souviens du nombre de fois où tu as fourré ta main dans mon pantalon? Ce à quoi Mitchell répond que Beaucoup de choses horribles se sont déroulées. et qu'il souhaite regagner la confiance de Justin. Tu m'as agressé sexuellement, tu ne t'excuses pas pour ce que tu ne peux pas admettre? À ces mots, Greg n'accorde aucune réponse. Coucou. Écrit alors Justin sur son écran. Un message apparaît indiquant que M. Mitchell est déconnecté. L'arrestation est terminée. Justin hurle de joie. Après Greg Mitchell, Justin fera arrêter Tim Richards, 25 ans. Alors, je ne vous en ai pas encore parlé jusqu'à présent, mais Timothy Ryan Richards, ce n'est pas n'importe qui, puisque c'est celui qui hébergeait le site internet justinfriends.com, ainsi que 3 autres sites internet montrant des photos et des vidéos à caractère pédo, machin truc bidule chouette. Il a été par ailleurs arrêté le 22 septembre 2005. Un autre type important va tomber suite à cette histoire, un dénommé Aaron Campbell Brown. Brown avait créé un site nommé Neova.net, facilitant les transactions financières illicites entre les consommateurs de produits à caractère pédo et les créateurs de ces contenus. De plus, il permettait l'hébergement d'images et de films. Lui aussi prendra quelques années de prison. Le suivant sur la liste est un certain Gillo Tuno, l'employé de la firme Intel qui avait payé un appartement à Justin pour qu'il poursuive ses activités. Gillo Tuno sera lui aussi condamné pour plusieurs abus sexuels sur des enfants et des adolescents lors d'une opération lancée suite à l'investigation sur l'affaire menée par Justin Berry, connue sous le nom de l'opération Predator. Cet appartement qu'ils ont loué et qu'ils t'ont autorisé à utiliser, ils ne t'ont pas loué un appartement quand même. Non, ils l'ont loué pour moi. Quand M. Tuno est arrivé à Bakersfield, j'ai les documents de cette location.
Il a loué l'appartement et s'est assuré qu'il y avait 2 choses dedans, un accès Internet et des caméras. Ce n'était pas l'appartement de M. Tuno, c'était l'appartement de Justin, loué pour lui par M. Tuno, dans le but de s'assurer que les émissions continuaient. La mère de Justin venait trop souvent dans sa chambre et ça allait devenir un problème. Une fois l'appartement loué, ce ne fut plus un souci. Maintenant, est-ce que cette personne a été arrêtée? C'est l'individu que j'ai mentionné, qui a ensuite été arrêté pour le viol d'un garçon de 8 ans. Le dernier gros poisson à tomber est Kenneth Gourley. Enfin, tombé... Non, pas vraiment. En fait, suite au témoignage de Justin, le Congrès américain a mis en place une commission ayant pour but d'améliorer la prise en charge des enfants exploités sur Internet. Et au cours de cette commission, ce fameux Kenneth est présent en tant que témoin. Vous avez entendu Justin Berry témoigner sous serment, comme quoi vous l'avez initialement contacté en ligne après l'avoir vu sur sa webcam, puisque vous avez poursuivi les échanges par messagerie instantanée en exploitant son intérêt pour l'informatique. Il avait alors 13 ans, et vous étiez un homme d'une vingtaine d'années. Selon le témoignage sous serment de M. Berry aujourd'hui, vous l'avez invité à participer à un camp d'informatique près de votre domicile dans le Michigan. C'est lors de ce séjour que vous l'avez agressé sexuellement pour la première fois. Ce garçon de 13 ans, marquant le début de multiples abus. Monsieur Gourley, avez-vous déjà eu des contacts sexuels avec Justin Berry lorsqu'il était mineur, moins de 18 ans? Je refuse de répondre en invoquant le 5e amendement. Refusez-vous systématiquement de répondre à nos questions aujourd'hui en vous prévalant de la protection contre l'auto-incrimination garantie par le 5e amendement? Oui, monsieur. Est-il votre intention de maintenir cette position pour toutes les questions supplémentaires de cette sous-commission? Oui, monsieur. Ah ouais, donc ce Kenneth a donc lâchement refusé de témoigner. J'espère au moins qu'il a été condamné. Je n'ai pas trouvé la condamnation de Kenneth, mais j'ai mis la main sur une demande de sa part de rejeter la condamnation qu'il a eue suite à cette affaire, sur laquelle on peut lire qu'il a été condamné pour, et écoutez, 2 chefs d'accusation d'activité sexuelle abusive sur mineurs, 2 chefs d'accusation de diffusion de matériel chouette, une agression sexuelle au 3e degré, une sollicitation d'un mineur à des fins immorales. On apprend par ailleurs en bas du texte de cet appel que sa demande a été rejetée. On sait qu'il a également fait de la prison, grâce entre autres au site internet que lui-même a mis sur pied, aujourd'hui nommé kengourley.com, sur lequel on peut lire la chose suivante. Kenneth Gourley est un étudiant militant et technologue. Il se décrit comme un idéaliste pragmatique, imaginant ce que le monde pourrait être et cherchant des moyens concrets pour y parvenir. Ayant connu l'incarcération, ses expériences de vie lui confèrent une perspective unique et une détermination particulière à faire du monde un endroit meilleur, plus interconnecté et plus bienveillant. Je n'ai pas grand-chose à ajouter à ces propos, l'ironie est présente. Pas besoin d'en rajouter. Alors maintenant que nous savons que Justin s'en est sorti dans tout cela, je vous invite à plonger un petit peu plus dans ce rabbit hole. Et ne vous inquiétez pas, je vais revenir sur la disparition de Justin, cette histoire n'est pas encore terminée. Avant de continuer sur la vie de Justin et sa disparition, je vous invite à faire une aparté sur ce fameux journaliste du New York Times, Kurt. Ce journaliste qui a par ailleurs permis à tout ce réseau de sauter et au gouvernement US de prendre conscience du problème de l'exploitation des jeunes sur Internet. Suite au travail de Kurt, quelques journaux se sont posé une question qui a mis le feu aux poudres. Les journalistes peuvent être proches de leurs sources. Mais proche jusqu'à quel point? Et si cette question a été posée, eh bien ce n'est pas pour rien. Ce qui a posé problème dans le cas de Kurt et de son enquête, c'est que ce dernier a payé 2000 $ pour pouvoir rencontrer Justin, qui ne savait pas alors que Kurt était journaliste. Le souci, c'est que verser une telle somme d'argent va à l'encontre de l'éthique du journal, le New York Times, qui ne donne pas son accord pour ce genre de pratique. Bien que ceci ne semble pas être un réel gros problème au vu du résultat qu'a permis ce paiement de 2000 $, à savoir l'arrestation de plusieurs pédophiles, le vrai problème vient d'ailleurs. Le souci tient en fait en ces quelques lignes extraites d'un document nommé le Nashville Document, dans lequel on retrouve quelques étrangetés dans les méthodes employées par Kurt pour approcher Justin. Suite à la découverte de ce paiement de 2000 $, une investigation est ouverte. Lawrence Ingrassia, ancien directeur en chef du New York Times, interrogé par les autorités sur ce sujet, dira ceci. Lawrence Ingrassia, rédacteur en chef économique du Times,
a déclaré que lorsque ce paiement de $2000 avait été révélé cette année, M. Eichenwald lui avait affirmé qu'aucun autre versement n'avait été effectué par M. Berry, à l'exception d'un seul paiement de $10 effectué via un compte PayPal. Mais attends, il est où le souci là? Est-ce que c'est à cause des $10 qu'il a reversé à PayPal? Non. En fait, le problème, c'est que Kurt a menti. Il a dit avoir fait un versement de $10. Sauf que dans les documents du Nashville, on apprend qu'en fait, il a versé non pas $10, mais $1184 à Justin en utilisant un autre pseudonyme. Mais surtout que sous cet autre pseudonyme, il a laissé les commentaires suivants. J'en ai trouvé une pas mal, mais l'éclairage est pourri. Ça vaut quand même 100. Alors, il parle ici d'une photo parmi tant d'autres que lui a envoyé Justin suite à ce fameux paiement. Il y a juste 20 fichiers et la plupart ne valent rien. Des photos de lit et d'allée ou toi en train de rouler un joint. Pour l'instant, j'en ai déniché 3 que j'avais pas et qui sont bons. 100, faut qu'on parle de ce que valent vraiment les bons. Tous ces commentaires que je viens de vous lire ont été faits suite à l'envoi de photos de Justin à Kurt. Et bien entendu, il ne s'agissait pas de photos de vacances. Du coup, la question se pose. Pourquoi Kurt a caché le fait qu'il a fait un paiement sous un autre pseudonyme à Justin? Est-ce réellement dans le cadre de son enquête? Mais ceci n'est pas terminé. Dans les documents de Nashville, on apprend également que ce fameux Kurt, usant du pseudonyme Roy Rogers, était en fait un modérateur du site justinfriends.com. Il n'était donc pas un membre comme les autres, il avait des privilèges, et ce privilège administratif lui donnait un accès à des parties du site protégées par mot de passe. Il sera par ailleurs déterminé que Kurt a visité cette partie du site 20 fois vers la fin du mois de juin 2005. La raison? On ne sait pas. Dernier point. Je vous ai dit que Kurt avait offert $2000 pour rencontrer Justin. Ça, c'est en fait la surface de cette histoire. Lors de son témoignage, Kurt explique qu'en fait, ce paiement a été envoyé à Justin afin de l'aider financièrement, car Justin, à ce moment-là, n'avait plus un sou en poche. Sauf que Justin s'en est servi lui de son côté pour financer une vidéo présentant un jeune homme de 14 ans afin qu'il se tripote la nouille devant la caméra. La vidéo a ensuite été mise en ligne sur le site justinfriend.com dans le but d'être monétisée pour renflouer un peu les comptes en banque de la compagnie de Justin. Donc, de manière indirecte, Kurt a participé à une production vidéo mettant en scène un adolescent dans le but de faire gagner de l'argent à Justin. Est-ce que Kurt, alors, savait que cette somme allait servir à ça? On ne le sait pas. Interrogé sur ces points, lors de la commission d'enquête, Kurt dira qu'il a fait cela pour en apprendre un peu plus sur Justin, et c'est tout. Maintenant, et avant de pointer du doigt Kurt, il faut comprendre qui est cet homme. Kurt est en fait un journaliste d'investigation qui a écrit plusieurs best-sellers, dont un deviendra le film L'Infiltré, avec Matt Damon. Son rôle est d'investiguer en profondeur pour mieux comprendre les rouages de ce qu'il a entre les mains. Pourquoi? Eh bien parce que parfois une enquête trop rapide, bâclée, peut mener à des accusations erronées pointant du doigt les mauvaises personnes. Et lors d'une telle enquête, il faut de temps à autre mettre les pieds dans le plat pour pouvoir monter un dossier solide afin de faire tomber les coupables. Et c'est exactement ce qu'a fait Kurt. Et je pense que c'est sans doute ça qu'a souhaité faire Kurt. En tout cas, c'est ce que la Cour de justice a rendu comme verdict sur ce sujet. Kurt est donc, selon ses mots, entré dans le rôle d'un de ses prédateurs dans le but d'obtenir la confiance de Justin pour ensuite avoir accès à des données plus sensibles pour faire tomber ses plus gros clients. Et il faut l'avouer, ça a fonctionné. Après, il reste les questions suivantes. Pourquoi Kurt a menti sur cette somme versée, passant de $10 à $1184? Savait-il en versant les $2000 qu'il financerait une vidéo à caractère pédopornographique? À ces questions, le mystère persiste. Ok, alors certes, les méthodes de ce Kurt ne sont certes pas les plus transparentes qui soient, mais au moins il a permis de faire tomber un réseau. Puis pas qu'un petit réseau, un gros réseau. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait penser de tout ça? Personnellement, je ne donne ici que les faits. Chacun se fera sa propre idée quant aux actes de Kurt. Mais comme tu le dis, le résultat est là, un réseau est tombé. Mais suite à ces suspicions concernant Kurt, toute une communauté s'est mise à le surveiller, et à le surveiller de très près. À ce moment-là, il faut savoir que Kurt est un fan inconditionnel de Twitter sur lequel il poste des messages extrêmement régulièrement. Puis un jour, il met en ligne un message accompagné d'une photo de lui tenant en main un feuillet sur lequel était inscrit un message contre le peuple juif. Mais c'est pas le message qui nous intéresse ici, mais plutôt l'arrière-plan de cette photo, sur lequel on voit son propre écran d'ordinateur. Et sur cet écran d'ordinateur, on peut entrevoir les onglets de son navigateur. Et l'un de ces onglets s'intitule B-Chiku. Et B-Chiku, c'est un manga à caractère pornographique. Ouais, j'en connais un qui a dû se retrouver dans une mer de noir ce soir-là. Totalement, et c'est exactement ce qu'attendaient les personnes qui le surveillaient de près pour s'acharner sur lui. Afin de calmer les esprits, Kurt expliquera sur Twitter la chose suivante. Personne n'a hacké mon compte. On était en train de faire des recherches pour prouver à ma femme que le porno mettant en scène des tentacules existe.
Lisez vous-même la discussion. Et en effet, attaché à son message, se trouve une discussion entre lui et sa femme, où il dit que lui et son fils essaient de prouver que ce type de porno existe. Et c'est absolument tout. Sa femme a confirmé, son fils aussi, mais qu'importe, une haine sur lui se déverse. Ouais, nous ne sommes parfois que peu de choses. Bon, je pourrais encore vous donner plein d'autres détails sur l'histoire de Kurt, mais on va arrêter là. Est-ce que Kurt est un homme de valeur? Peut-on avoir confiance en lui? Je ne sais pas, mais de mon point de vue, et là c'est juste ce que moi je pense, un homme qui a fait s'écrouler tout un réseau pédophile ne doit pas être un si mauvais type que ça. Après, tout le monde peut se tromper, la perversion et la folie n'ont pas de couleur politique. Maintenant, retournons du côté de Justin Berry. En échange des informations que possède Justin, qui a terminé sa carrière sur Internet alors qu'il avait plus de 18 ans, le comité décide de lui offrir l'immunité, permettant à Justin ainsi d'éviter lui-même d'être jugé pour avoir créé du contenu à caractère pour ses sites au Mexique alors qu'il était majeur. Justin, suite à cela, devient un porte-étendard se battant contre le développement et les abus caractérisés envers des mineurs en ligne. Mais le jeune homme est un businessman dans l'âme, et qui dit business dit parfois tendance à mettre son éthique de côté. Comme je vous en avais fait part en début de vidéo, très vite il comprend les rouages d'Internet, et en 1999, il enregistre une entreprise dédiée au tourisme virtuel nommée expertcreation.com. Justin est le directeur de sa propre compagnie depuis quelques années, nommée Expert Creation. C'est au travers de cette compagnie qu'il va mettre sur pied un tout petit site internet, hideipad.com, qui a par ailleurs pour seul but d'être utilisé comme un proxy afin de cacher l'adresse des ordinateurs des personnes usant du site pour lui permettre d'accéder à des sites auxquels il ne pourrait pas accéder autrement. En quelque sorte, c'est un VPN de l'époque. Le problème, c'est que cela permet également d'accéder à des sites internet comme ceux que lui-même avait mis en place auparavant. Donc d'un côté, il dit lutter contre le contenu qu'il produisait lui-même en ligne autrefois, mais de l'autre, il propose un outil qui permet l'accès au contenu qu'il dénonce. Paradoxe. Et c'est un journal en ligne nommé Génération Q, sans mauvaise blague, qui a dévoilé ce fait. Justin Berry a été pris en train de vendre des services permettant de contourner les contrôles parentaux et de masquer l'identité des utilisateurs. Oups, Justin Berry, l'icône de la lutte contre la pédopornographie, semble dire une chose et en faire une autre. Il a récemment lancé justinberry.tv et justinberry.info, où il se présente comme un défenseur de la protection des enfants et un pourfendeur des prédateurs en ligne. Nous saluons cette initiative, mais malheureusement, il commercialise également des services de proxy via son entreprise Expert Creation. Ces services de proxy sont conçus spécifiquement pour contourner les pare-feux parentaux et dissimuler l'identité des utilisateurs, y compris des prédateurs potentiels. Les proxys sont promus comme des outils pour accéder anonymement aux réseaux sociaux avec des slogans du type « Débloquez MySpace et Facebook, masquez votre adresse IP ». On apprend ensuite que Justin a rapidement vendu son nouveau site internet via le site SitePoint.com, qui est un site de vente aux enchères en ligne pour la somme de $620. Pour se racheter en 2010, il décide d'user de ses connaissances en informatique pour créer une compagnie nommée Internet Safety, dont le but est d'éduquer parents et enfants aux dangers d'Internet et de leur offrir des outils de protection. Suite à cela, on perd la trace de Justin qui semble avoir disparu d'Internet. À partir de là, je ne vous cache pas que j'ai creusé avec ma pelle et mon seau pour combler le vide entre l'année 2011 et la disparition de Justin en 2018. Et voici ce que j'ai trouvé. Pour continuer cette enquête, je me suis dit que comme on perd la trace de Justin en 2011, eh bien qu'en est-il de celui qui l'a aidé dans sa production de porno juvénile au Mexique? Je veux parler de son propre père, Marvin Knut Berry. C'est en fouillant un peu que je suis tombé sur un blog très intriguant, sur lequel on retrouve plusieurs allégations concernant entre autres le père de Justin. Le problème, c'est que ce qui est dit dans ce blog est plutôt grave, et qu'il me faut, avant de vous le présenter, vérifier la véracité des allégations qui y sont présentées. Du coup, il me fallait retrouver le père de Justin. Et je l'ai retrouvé. Sur Facebook. C'est là que l'on apprend qu'il est de retour dans sa ville d'origine, Bakersfield, mais également qu'il a monté 2 salons de massage. Bien qu'ayant retrouvé l'adresse de son salon, son numéro de téléphone et même le site internet de ce dernier, après recherche, il apparaît que Knut Berry n'avait semble-t-il pas enregistré son entreprise, puisqu'on ne le retrouve nulle part dans les registres de business de Bakersfield, et que son site ne possède aucune mention légale. Son premier salon a tenu, semble-t-il, de 2009 à 2011. Puis il en ouvre un autre avec un site un peu plus moderne en 2011. Et encore une fois, eh bien, il n'est pas enregistré. J'ai aussi découvert qu'en parallèle à son salon de massage, ou plutôt à ses salons de massage, Knut a aussi créé une société de rénovation de bâtiments dont il est le propriétaire unique et qu'il a travaillé sur 0 contrat. Puis, encore une fois, en parallèle à toutes ces activités, il a ouvert une boutique d'objets de seconde main
fonctionnant principalement au travers de Facebook. On découvre sur son Facebook que Knut met régulièrement des annonces pour employer du monde, comme sur cette dernière où il propose d'embaucher pour 500 $ par mois. Non pas pour du massage, mais pour effectuer diverses tâches selon l'expérience des personnes. Et c'est à peu près tout ce que j'ai trouvé à son sujet. Maintenant que nous avons pris connaissance de la situation du père de Justin depuis 2009, je peux vous montrer l'étrange texte que j'ai trouvé à son sujet. Attention toutefois, je ne sais pas si ce qui est inscrit dans ce dernier est vrai ou faux, les informations sont donc à prendre avec des pincettes. En 2011, une personne qui se fait appeler Truth, ou Vérité en français, crée un profil sur un site nommé Blogger, qui est donc, comme on peut le comprendre, un site de blog. Cette personne ne va créer qu'une seule entrée sur sa page, titrée Knut Marvin Berry et fils. Et là, accrochez-vous, on y apprend que Justin serait de retour au Mexique, à Tijuana, et qu'il logerait dans une penthouse ou un appartement loué avec des amis et complices. Complice? Mais complice de quoi? Eh bien, un peu plus loin, Truth nous dit que Justin est impliqué dans une sorte de business en ligne et qu'il reçoit régulièrement de l'argent de Knut, son père. Puis, la personne derrière ce blog nous dit que Knut possède un magasin de seconde main, ce que nous avons bien entendu pu vérifier par nous-mêmes, et qu'il ne possède ni licence commerciale ni assurance, ce que j'ai pu vérifier aussi. Ce qui peut se faire puisque toute son activité se fait principalement sur sa page Facebook. Et c'est là que les allégations deviennent troublantes. Truth nous explique que Knut emploie des sans-abri ou des toxicomanes dans le but de les faire travailler sur des tâches ingrates. Souvenez-vous, Knut proposait un salaire de 500 $ par semaine sur Facebook. Sauf qu'ici, Truth nous explique que les personnes ne gagnent que 20 $ par jour pour bosser de 12 à 18 heures, et que les plus chanceux gagnent 4 à 5 $ de l'heure. Pour rappel, le père de Justin a déjà eu des problèmes pour fraude, a déjà frappé son fils, a aidé ce dernier dans sa production de films au Mexique. En sachant cela, je ne peux m'empêcher de penser que ce que Truth nous explique là n'est sans doute pas très loin de la vérité. Truth nous explique ensuite que Knut passe son temps sur Craigslist, une sorte de bon coin américain, pour trouver de nouvelles victimes. En gros, les personnes engagées vont être indirectement poussées par Knut à boire et à se droguer. Le but étant bien entendu, au final, d'abuser de ces personnes en bout de course. Mais dans le texte de Truth, il y a un ou deux points qui me troublent. Premièrement, Truth indique que plus de 3 douzaines de femmes ont crié au scandale et ont contacté les médias, la police locale et le bureau du shérif. Sauf que je n'ai absolument rien trouvé sur ce sujet. En regardant sur la page Facebook de Knut, on voit qu'il a toujours été actif. Donc il n'a pas, semble-t-il, passé de temps en prison. Deuxièmement, Truth dit que Knut Berry n'utilise jamais son prénom. Ce qui est faux puisque les annonces sur Facebook ne cachent pas son identité. Après, je n'ai pas retrouvé trace de ces annonces sur Craigslist. Là, peut-être cachait-il vraiment son identité. Par contre, bien qu'il n'utilise pas son prénom, selon Truth, il est catégorique sur le fait d'être appelé Berry. Et ça, c'est sans doute vrai. Donc, si l'on s'en tient à ce que dit Truth, on peut en conclure deux choses. Le père de Justin est encore dans la fraude et dans l'exploitation des gens, et surtout, Justin est retourné au Mexique. Même si on ne peut pas corroborer avec certitude les dires de Truth sur ses activités, on peut par contre confirmer que Justin est bien au Mexique. En 2018, Knut partage une affiche sur son Facebook, sur laquelle on peut lire que Justin est porté disparu. Et c'est là que l'on revient au début de notre histoire. Sur cette affiche, il est écrit en gros caractères que Justin doit être médicamenté, ce qui démontre qu'il a des troubles avec lesquels il vit, bipolarité et instabilité émotionnelle. On voit également sur cette affiche le portrait de Justin qui semble marqué par les années. Il est loin du jeune homme éphèbe qui attirait les prédateurs en s'offrant derrière sa caméra. Mais a-t-on retrouvé Justin? Eh bien, sache que cette étrange histoire a un mot de la fin. Il existe une publication sur internet qui nous donne un semblant de conclusion. En fait, non, qui nous donne même une conclusion. Écoutez bien. Repose en paix à mon bon ami de plus de 10 ans et compagnon hacker, Justin Berry. Il a disparu en Mexique il y a quelques semaines après un décès dans sa famille. Il a été assassiné et il n'y a pas vraiment de piste solide. Le Mexique ne fait pas de vérification dentaire, donc son corps est en attente depuis 8 semaines, le temps qu'ils essaient de comprendre la situation et d'attendre les résultats ADN. J'avais l'intention de récupérer son pseudonyme avec un bot, mais il s'avère qu'il a laissé l'un de ses ordinateurs allumé et il continue à le garder actif depuis l'au-delà. Voilà, le message est limpide. Justin n'est juste plus de ce monde. Et pour corroborer ce message, il faut savoir que sur YouTube, une vidéo a été mise en ligne le 1er décembre 2018 intitulée « Justin Knut Berry, célébration d'une vie », confirmant ainsi son décès. Dans cette vidéo, on n'apprend rien. On y voit juste des membres de sa famille rassemblés commémorant la mémoire de Justin, et c'est tout. Par contre, sous le message Facebook mis en ligne par un certain Richard Wards, via un groupe nommé 2600/The Hacker Quarterly, tout le monde ne semble pas tarir d'éloges envers Justin.
Bien au contraire, il se fait traiter de piece of shit par un membre du groupe avant que ce dernier annonce ne pas célébrer les prédateurs, en rappelant que Justin avait prédaté les jeunes filles. On se doute bien ici qu'il doit parler des jeunes demoiselles qui devaient apparaître dans les vidéos de Justin sur ses sites internet. Un autre dira que Justin était une femme et qu'elle était une terrible menteuse. Alors je ne sais pas pourquoi il le nomme au féminin, mais bon, c'est ce qu'il fait. À côté de cela, plusieurs autres rappellent que Justin était autrefois sur Fnet, un ancien protocole de chat où se rejoignaient durant les années 90-2000 les hackers du monde entier pour échanger, ou sur un autre site, Dalnet, qui est à quelque chose près la même chose. Cette information nous montre bien qu'en fait, Justin a toujours traîné dans le monde de l'informatique, et que, même s'il n'était pas un professionnel, il savait se servir d'un clavier. Toutefois, nous n'en saurons pas plus sur son décès. Et c'est ici que se conclut notre histoire sur la vie de Justin Berry. Enrôlé bien malgré lui dans le monde de la pédopornographie, à la fois victime, ses débuts, puis coupable en fin de carrière, mais aussi victime de son père, de ses prédateurs, et de son entourage. Qu'a-t-il été faire au Mexique pour que sa vie se termine là-bas alors qu'il n'avait que 32 ans? Était-il retombé dans le monde de la production de films ou de live? Ou bien au contraire, essayait-il de combattre ce fléau à sa manière, attirant par là même la colère de quelques mafias locales qui se seraient alors débarrassées de lui? Sa vie ambiguë interroge, laisse perplexe, nous trouble, mais elle aura au moins permis une chose, la mise en place de protocoles par le gouvernement américain servant à protéger les enfants et adolescents des influences des prédateurs sur Internet. Est-ce que les jeunes aujourd'hui sont si bien protégés que cela? J'en doute. Au contraire même, je pense que beaucoup, sans même le savoir, offrent du contenu à caractère sexuel en omettant un point important, tout ce qui est en ligne reste en ligne, surtout lorsqu'il s'agit de sexe. Allez sur ce, ciao bye, et à la prochaine. Eh bien, merci de nous avoir suivis dans ce nouvel étrange voyage. Rappelez-vous tout le temps, surtout si vous êtes enfant ou adolescent, que les réseaux sociaux, c'est pas safe. Et sur tout ce que vous y mettez, ça va laisser des traces. Donc faites gaffe à vous, pensez à vos arrières, prenez soin de vous. Si vous avez apprécié la vidéo, partagez, likez, patati patata. Bon, ça me saoule de dire ça à chaque fois, là. Et encore, je le dis pas tout le temps, mais bon. Allez, ciao, bye. Et à la prochaine.